On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de la privatisation de la norme au prisme du droit comparé avec l'un des co-directeurs de l'ouvrage, Sylvain Vernaz, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Haute-Alsace. Bonjour Sylvain. Bonjour Arnaud, merci pour votre invitation. Le développement de codes de conduite, chartes éthiques ou encore programmes de conformité s'observe partout dans le monde. Nous verrons ensemble que la privatisation de la norme est un phénomène qui se produit dans des domaines variés. Pour commencer, pourquoi un ouvrage sur cette question de la privatisation de la norme au prisme du droit comparé ? Vous venez de l'expliquer en réalité, puisque c'est un phénomène que l'on constate un petit peu dans tous les secteurs, toutes les branches du droit, et qui est dans tous les pays en réalité. C'est un bousculement, un bouleversement, puisque jusqu'à présent on considérait qu'il y avait essentiellement la norme publique, étatique, que l'on arrivait facilement à identifier et dont la valeur, la force était assez facilement identifiable. On pense à la pyramide de Kelsen. Et puis apparaissent de nouvelles règles, de nouvelles normes qui ont un effet dans la pratique, des normes qui viennent d'acteurs privés. Et on s'est donc demandé un petit peu quels étaient leurs rôles. Et pour vous donner simplement un petit exemple, eh bien, on a des règles qui peuvent émaner par exemple des réseaux sociaux, donc d'un acteur privé, qui vont avoir un véritable impact sur des millions, voire milliards d'utilisateurs. Et la question qui se pose, c'est finalement ces règles sont décidées par la société à l'origine du réseau social. Et finalement, il n'y a pas eu de processus démocratique pour les déterminer. Elles vont avoir une grande marge de manœuvre, ce qui va impacter tout le monde. Et on a donc eu cette idée d'essayer d'appréhender ce phénomène et d'essayer d'en synthétiser certains aspects. Et à ce titre, je voudrais simplement remercier les 3 laboratoires qui nous ont permis de faire et de mener ce travail, de nous financer, à savoir le DRES, le GREDGE et le CERDAC, qui nous ont donné une totale liberté pour nous interroger sur ce phénomène. Alors on en sait plus sur l'objectif de cet ouvrage, mais à qui est-il destiné ? Alors, on peut dire qu'il est destiné avant tout aux chercheurs en droit, et puis, d'une manière générale, à un public averti de juristes qui s'intéressent au phénomène de privatisation de la norme. On peut également dire que c'est un ouvrage qui va être intéressant aussi pour les comparatistes, notamment les doctorants, parce qu'on a une approche, je pense, qui est aussi un peu originale du droit comparé. Alors, on en sait plus sur cette privatisation de la norme, mais quels avantages offre le droit comparé pour observer ces phénomènes transnationaux de privatisation de la norme ? Alors, il faut savoir que les 3 co-directeurs de l'ouvrage sont des comparatistes également, et qu'habituellement, quand on fait du droit comparé, on essaye de comparer des systèmes pour voir finalement les avantages et les inconvénients dans tel ou tel système, pour apporter des éléments de solutions innovants dans notre système, ou éventuellement pour proposer une harmonisation des normes au niveau européen. Ici, ce n'était pas possible de procéder comme ça, puisque c'est un phénomène qui est difficile à appréhender et que les différents droits n'ont pas encore complètement saisi. Donc nous avons eu la logique justement inverse de se dire, mais finalement, pour pouvoir appréhender un phénomène qui est universel, qui se retrouve dans plein d'ordres juridiques, nous avons absolument besoin de ne pas regarder seulement notre ordre juridique français, mais de regarder dans plusieurs pays comment ce phénomène évolue et de voir si finalement il y a des tendances communes, notamment parce qu'on l'a dit, il y a des effets communs dans tous les pays par certaines de ces normes. Et c'est pour ça qu'on a demandé à nos contributeurs de systématiquement étudier le phénomène, non pas sous l'angle de leur seul pays, mais de 2 ou 3 pays au minimum. Et ainsi, on a réussi à couvrir 16 pays au total, le droit de 16 pays, ce qui permet donc d'avoir aussi un recul sur la question de ce phénomène. Alors, dans votre ouvrage, vous comparez les normes privées à de la matière noire. En quoi les normes privées peuvent-elles être comparées à cette matière noire dans l'écosystème juridique contemporain ? Oui, alors c'est une métaphore parlante qu'on a voulu utiliser pour imager les choses. Dans l'univers, certaines observations ne peuvent pas être expliquées par la matière visible, c'est-à-dire nos normes étatiques. Pour comprendre ces phénomènes, les scientifiques postulent l'existence de la matière noire, qui est une matière difficile à appréhender, mais qui permet d'expliquer certains phénomènes
explicables, où on voit les conséquences. Et nous, c'est un peu la même chose finalement. On voit que ces normes, elles ont un impact, elles ont un effet sur notre ordre juridique, mais on a du mal à les appréhender. Donc la comparaison, c'était simplement pour donner une image et comprendre que finalement, elles sont peut-être plus importantes qu'il n'y paraît, ces normes privées. Alors, au-delà de ça, de ce que vous venez d'expliquer, quels sont les domaines qui sont concernés par la privatisation de la norme? Alors les domaines sont très variés, hein. On a justement fait le choix de balayer différents domaines de manière assez large, ce qui fait que chacun peut trouver aussi un intérêt dans un chapitre ou dans l'autre. Donc pour en citer quelques-uns, on a notamment traité du droit médical, des normes relatives à Internet, du monde des affaires, des normes de RSE, mais encore des normes développées par les sociétés pétrolières ou encore de compliance. Donc autant dire que les normes sont, enfin que les secteurs sont très larges et que c'est peut-être un des intérêts justement de cet ouvrage de pouvoir aller piocher selon notre domaine de compétences la partie qui nous intéresse aussi. Peut-être pour bien comprendre, vous pouvez illustrer ce type de normes par des exemples, par exemple dans le domaine de l'environnement. Oui, alors typiquement, on va avoir toutes les normes de responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui vont beaucoup se développer. L'exemple encore que je vous ai donné des réseaux sociaux, où là, je crois que tout un chacun voit l'impact dans sa vie personnelle des règles qui vont être de modération de la parole, qui vont aller parfois au-delà de la règle étatique. Voilà, pour vous donner 2 exemples. Alors, on va revenir sur un autre aspect, la valeur de ces normes. Quelle est la valeur de ces normes privées? Quelle est leur force contraignante? Alors, leur force contraignante, elle est variable. En réalité, c'était un petit peu notre interrogation, la réception de ces normes par l'ordre juridique, par le droit d'une manière générale, était incertaine. Et on a voulu creuser un petit peu ça et se poser la question de si elles avaient une force contraignante. La définition que l'on a prise de la norme privée, c'était déjà une norme qui fait autorité de fait dans son domaine d'activité. Mais la question, c'était est-ce qu'elle est contraignante juridiquement? Et alors, la réponse est variée selon la norme. On a vu plusieurs tendances se dégager. Elles le sont parfois pas clairement, et c'est problématique parce que justement, il y aurait besoin d'une meilleure reconnaissance. Dans d'autres cas, elle peut être reprise par la jurisprudence, notamment pour l'interprétation. Et dans d'autres cas, elle va permettre notamment a posteriori, d'enrichir la loi, de l'étayer, parce que certaines propositions vont pouvoir être reprises aussi par l'autorité publique. Et on s'aperçoit que donc il y a une synergie qui peut se créer avec la norme publique. Voilà, pour le détail, ensuite, c'est toute la partie 2 de l'ouvrage. En un mot, vous pensez que cette tendance à la prolifération des normes privées va durer? Je pense qu'elle va durer, il y a beaucoup de raisons qui pourraient l'expliquer, mais notamment le fait que la société bouge très vite et que parfois dans certains domaines très précis, il y a besoin de pouvoir avoir des réglementations, des règles qui sont posées là où l'autorité étatique n'a pas pu encore intervenir. Elles ont l'avantage de la flexibilité et donc elles se développent. Et je crois que même si on peut contester le caractère non démocratique finalement, puisque ça intervient à l'issue d'un auteur qui va la proposer, eh bien, elles existent. Et donc, il va falloir tout simplement en prendre acte et réfléchir à une bonne articulation pour qu'elles restent à leur juste place, mais en même temps qu'on puisse voir aussi le progrès qu'elles peuvent emporter grâce à leur adaptabilité. On va conclure là-dessus. Merci Sylvain Vernaz d'avoir présenté cet ouvrage sur notre plateau. Merci Arnaud, à vous. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des risques d'assurance pour les infrastructures industrielles face aux sinistres climatiques.